Bienvenue à On se livre, le balado qui met en lumière des personnalités fortes qui pensent le monde, chacune à leur manière. Je m'appelle Léa Clermont-Dion et je suis autrice, réalisatrice et chercheuse à l'Université Concordia. Je m'appelle Maïka Sondarji, essayiste, chroniqueuse et professeure en relations internationales à l'Université d'Ottawa. On est amis depuis 15 ans et on vous invite dans notre safe space où tout peut être dit. Bienvenue à On se livre. J'aime ça qu'on le fasse tout le temps en même temps. Je sais pas si je m'habitue à cette façon de faire. J'adore. Quétaine à souhait. Alors, nous recevons aujourd'hui Simon Paré-Poupard. Bonjour. Allô, Simon. Collègue de Salon du Livre. On s'est croisés plusieurs fois, mais on n'a pas eu l'occasion de discuter. Croisés, effectivement. C'était vraiment croisé parce momentané. que si vous voulez faire signer votre livre par Simon Paré-Poupard au Salon du Livre, amenez-vous un snack parce que vous devez attendre parfois longtemps. Donc, Simon, pour ceux qui ne le connaissent pas, ramasse les ordures depuis 20 ans. Il a aussi étudié en sociologie, en administration internationale. C'est quand même un mixte assez unique, je vais dire, d'expérience. Tu as aussi travaillé comme intervenant social. Mais ta vocation, ce serait vraiment vidangeur. Puis on en parlera plus tard, mais j'ai beaucoup aimé que tu te dis anarcho-poubelliste. On pourra en parler. Le livre Ordures, Journal d'un vidangeur est ton premier livre et ça porte donc sur les ordures, mais aussi sur les personnes qui sont souvent invisibilisées, qui s'en occupent pour nous des ordures. Et donc, c'est un livre sociologique. Pour moi, à un moment donné, tu dis le vidangeur, c'est le Sisyphe de la société de consommation. Puis je me demandais, c'est quoi l'argument principal sociologique là, que tu voulais passer? C'est pas juste de parler des vidangeurs. C'est quoi la sociologie du vidangeur? On commence rough, hein? Oui, c'est... Parce qu'on peut aussi Bonjour. dire que Simon Paré-Poupard est le sociologue des poubelles. Oui. Ah, ben, on pourrait le dire de même. c'est drôle. Hier, j'étais à la radio, puis c'est ce qu'on m'a défini comme tel, puis je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était une bonne analyse. Puis, parce que drôlement, c'est un champ de recherche. Il y a Jean-Baptiste Mont-Saint-Jean, un chercheur français qui a fait un doctorat sur les déchets. OK. Puis oui, effectivement, il y a toute une sociologie de... les exit studies, c'est tout qu'est-ce qu'on sort. Puis là, il se développe un champ de recherche. Moi, j'ai le livre en ma possession de Claire Larocque, qui a fait Philosophie du déchet. Donc, c'est des études en sciences sociales qui sont méconnues, puis qui, je pense, c'est un champ de recherche à découvrir, à développer. Puis moi, pour ma part, j'avais eu la chance de le faire grâce au livre. Là. Les vidanges, c'est comme un intérêt, une passion. Alors, j'ai décidé de développer ça, parce que j'ai la chance aussi d'avoir étudié, contrairement à certains collègues. Alors, j'ai creusé beaucoup, puis j'ai beaucoup lu, en fait, en dehors du Québec, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui s'écrit au Québec sur les déchets. J'ai lu en France, j'ai lu aux États-Unis, où ils ont fait beaucoup leur histoire des déchets. Je pense à Melosi, un auteur italien. Alors, mais je ne sais pas, je n'ai pas répondu à ta question. Non, tu parles comme un bon sociologue, tu parles, et quand tu parles, c'est de la sociologie des vidanges. Mais non, tu parles de la France, puis effectivement, il y a des recherches ordures, vidanges, il y a comme il y avait plus de définitions puis de recherches scientifiques même sur les vidanges, mais ici, est-ce que c'est plus tabou ici qu'en France, ou est-ce qu'on en parle? Oui, ben, c'est une bonne question. Toi, tu dois en parler beaucoup depuis que tu as publié le livre. Moi, j'en parle beaucoup. Il y a un intérêt. J'ai été voir, lorsque mon livre a été publié, j'ai vu qu'il y avait une certaine popularité. J'ai rencontré mon professeur de cégep de littérature, qui était une personnalité marquante pour moi. Puis je lui ai dit, comment qu'on peut se définir comme auteur, parce que je trouve ça bizarre. Puis il dit, c'est lorsqu'on trouve son lectorat. Lui, c'est ça, un de ses critères. Alors j'ai dit, au moins peut-être que oui, c'était ça, parce que je savais pas exactement là, qu'est-ce qu'il en était, parce que les déchets, on en parlait peu au Québec. Puis ce livre-là fait que peut-être qu'on était prêt à en parler. J'ai sorti le terme de freegan, qui est justement de Jean-Baptiste Mont-Saint-Jean, du mouvement un peu anar-punk aux États-Unis. Puis lorsque je parle du freeganisme, il y a beaucoup de gens, là, on parle de monsieur, madame, tout le monde en région, qui ramassent des déchets. Tout le monde se revendique de ce concept-là. C'est comme un véganisme, le freeganisme, c'est d'aller chercher des choses gratuites, dans le fond. Oui, mais surtout des rebuts de la société de consommation. C'est vivre des déchets de la société de consommation. Alors, il y a plein de gens qui font ça. Drôlement, historiquement, moi, je pense à ma grand-mère, j'ai déjà essayé de l'amener dans un village des valeurs. C'était non. Oui? Non, il y avait un stigma lié à l'usager, parce que je pense qu'elle voulait essayer de sortir de sa classe sociale, elle voulait pas acheter l'usager. Et puis c'est comme si ça redonne des lettres de noblesse à une action qui devrait pourtant être beaucoup plus noble que d'acheter sur Amazon. Mais justement, je trouve que dans ton livre, ce que tu dépeins bien, c'est le mépris de classe là, qui existe dans notre société. Puis quand on dit « ce sont des invisibles », c'est vrai. Puis en fait,
tu réussis à dépeindre ce rapport-là complètement inégal, puis qu'on prend pour acquis, en quelque sorte. Et c'est pratiquement une violence symbolique, là. Et je trouve que tu réussis à nous alarmer, en fait, par rapport à cette situation-là. Je veux dire, le moindrement qu'une personne a de l'empathie, se dit, ben non, on va pas traiter les individus de cette façon-là. Donc, je trouve qu'il y a un beau mix entre sociologie puis aussi expérience, terrain, clairement. qui fait en sorte que ton livre devient accessible pour beaucoup de gens, je pense. Oui, mais tu l'as bien lu, je trouve que c'est une très belle synthèse. Ben, ça m'a touchée, en fait. C'est drôle parce que c'était pas juste aussi une analyse que... C'est déstabilisant, en fait, de voir que des gens vous traitent de cette façon-là. Puis ce que j'aime, moi, c'est que, bon, tu disais, on juge les poubelles, donc on juge les personnes qui s'occupent des poubelles. Mais dans ton livre, je lisais beaucoup d'admiration pour tes collègues. Énorme. Tu sais, je trouvais ça beau parce que ça serait facile. Puis tu parles, je pense, d'un documentaire, la série Éboueur sur Canal D, où parfois, puis même, j'ai l'impression, dans la gauche en général, quand on essaie de parler du démuni ou du marginalisé, on est un peu paternaliste puis un peu condescendant. Alors que toi, ben, tu parles de... attends, là, j'avais des exemples de Frank. Tu sais, t'es très honnête par rapport à tes collègues, mais t'as du respect. Tu sais, Frank, entre autres, mais il y en a plein d'autres là, que tu vas dire leur petit travers, mais jamais avec condescendance. Puis je trouve que ça les rend attachants. Est-ce que j'imagine que c'était une stratégie là, de ta part de faire des portraits comme ça? Est-ce que tu y as pensé consciemment ou c'était juste t'écris sur tes collègues? C'était pas une stratégie. Du tout. Vraiment, ils sont comme ça. Drôlement, il y a des collègues que je veux même pas qu'ils sachent où j'habite. Parce que oui, c'est quand même un milieu rough. Mais il y en a qui étaient à mon mariage. Puis il y en a qui étaient au lancement. Ça a fait un lancement plutôt éclaté. Parce qu'ils ne comprenaient pas du tout les codes sociaux d'un lancement, de la librairie. Alors, ça a fait un beau moment. Alors, mais c'est un mix, comme dans la société, on est un mix, mais drôlement, moi, je dis, les gens avec qui je travaille, c'était probablement les gars qui me bulliaient au secondaire. Puis, le nerd sociologue. Solide. Moi, j'ai joué à Donjons et Dragons, j'animais des jeux de rôle. Quand tu racontes ça. J'étais vraiment un nerd. Là. Je pognais pas avec les filles, puis je me faisais écœurer. Puis en allant ramasser des ordures avec eux, avec des gars qui ont même pas fini leur secondaire, qui, dans certaines régions, j'en ai deux en tête, à Pointe-Calumet, c'était la famille Terreur. Bien, pendant un moment, on a réussi à se réunir dans une tâche, une fonction, puis ça nous a permis d'établir un dialogue, puis pour moi, en tout cas, de développer beaucoup d'empathie pour eux, là, parce qu'effectivement, j'ai fait psycho et sociaux, c'est le bibac à l'UDM, parce que j'étais habité de mon côté, de mon père c'est un alcoolique, j'ai une famille quand même un peu maganée, fait que j'avais un côté de... en sociaux, on appelle ça les trajectoires de vie. J'avais étudié ça, puis je m'étais dit, effectivement, là, si on décortique, on prend le temps d'écouter, on réalise que... qu'on vient de quelque part, puis ça peut fortement influencer qui on devient. Tu viens de Saint-Janvier, de ce que j'ai compris. Non, moi, je suis... c'est ça, drôlement, Rive-Sud de mon père, ça dit tout, parce que lorsqu'on parle des Korsakov étant les alcooliques déments, tu parles de ça, une travailleuse sociale à Longueuil, elle sait très bien c'est quoi. Puis ma mère, elle est à Beaubriand, la ville de la G. C'est parce que tu parles de ton père, mais en fait, tu es un fils à maman. Oui, vraiment. Ma mère m'a protégé de ce papa-là. C'est ça. Mais puis ta mère, tu t'en parles aussi avec... Je trouve ça beau. On dirait que t'aimes tout le monde, là. T'aimes tes collègues, t'aimes ta mère. Puis puis le fils à maman, c'est ses propres mots, là. Je suis pas en train de paraphraser. Il y a moins les gens de Lorraine, par contre. Oui. un en tête, même. Mais je voulais savoir comment ta mère voit ça, cet emploi-là. T'en parles un peu, mais pour nos auditeurs, comment est-ce que tes parents, ta mère a vu ça? Comment est-ce que les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là voient ça, que tu dis que ta passion, c'est d'être vidangeur? Elle n'aimait pas ça. Parce qu'au début, on en parlait avant d'être en ondes, mais il y a beaucoup de risques. Moi, ma 3e journée, je suis tombé face première sur le boulevard Curé-Labelle, à 30 km/h. J'étais une poupée de chiffon. J'ai comme des cicatrices encore ici. J'étais une poupée de chiffon. S'il y avait un auto en arrière de moi, j'étais mort. Littéralement, j'étais mort. Au 3e jour, ça job. 3e jour. Donc, ces risques-là existent. Encore cette semaine, il y a un bac qui a failli me tomber dessus. J'ai fait un mouvement de recul si une auto me suivait de près. Parce que nous, on n'a pas de corridor de sécurité, contrairement aux agents de l'ordre. Lorsqu'ils ont fait ce règlement-là, j'ai trouvé ça intéressant pour les policiers. Mais je trouve que les gens à risque, c'était nous. C'est quoi le corridor de sécurité? C'est-à-dire que lorsqu'il y a un véhicule, d'urgence qui est sur la voie, tu dois respecter un corridor, puis aller sur l'autre. Nous, en tant qu'éboueurs, on est beaucoup plus à risque, selon moi, que les policiers. Mais jamais on a réfléchi à ce corridor de sécurité-là. Alors, comme cette semaine, si le bac a lâché, il est revolé sur moi, j'ai fait un mouvement de recul sans y penser sur un boulevard à Montréal, j'aurais pu me faire happer. Ça se passe rapidement. Alors,
là-dessus, bref, je comprends ma mère. Le regard d'une maman, c'est la raison pour laquelle je disais drôlement, lorsqu'un citoyen est irrespectueux, des fois je lui dis, imagine que ça soit ton enfant qui fait cette job-là. Est-ce que tu aurais le même, je sais pas moi, le même discernement, sûrement pas, le même respect, complètement différemment? Alors, parce que moi, j'ai vu dans le regard de ma mère qu'elle aimait pas ça que je fasse. Mais parce que est-ce que tu peux juste nous raconter une journée dans ta vie d'éboueur? C'est-à-dire que tu le racontes dans le livre, puis les gens vont lire le livre parce qu'il est excellent, mais raconte-nous comment ça se passe. Là, c'est sûr, ces temps-ci, c'est un peu différent. Je suis avec une équipe qui ne consomme pas. Parce que normalement, moi, j'étais une anomalie. Le fait que je consommais pas de drogue, ça éveillait des soupçons, des questionnements. C'était pas tout à fait normal, tandis que là, je suis dans une petite équipe où les gars, c'est tous des gens qui veulent, ils font le job pour les mêmes raisons que moi, pour le sport, la productivité. On est payé à la journée. Donc, plus on va vite... 7 heures ou 12 heures, ça change rien. Oui, c'est ça. Comme là, je fais 15 heures, payé 60. Ça donne un peu... Donc, on est toujours dans l'efficacité. Payé 60, c'est quoi ça? 60 heures. OK. Ouais, ils vont chercher, ils s'arrangent pour que les chiffres balancent avec le secteur. On a des secteurs attribués. Post Canada avait ça à un moment avant que le syndicat le refuse. Moi, je me souviens à Longueuil, il y avait des facteurs qui couraient toute la journée. Oui. Je trouvais ça beau. Puis à un moment donné, le syndicat a dit... Mais vous n'avez pas de syndicat, si je comprends bien. Non, du tout. Puis peut-être que c'est mieux comme ça, mais on pourra en reparler. Vous n'avez pas de syndicat? Non, mais probablement, ça serait difficile parce que le secteur est segmenté par plusieurs multinationales dans un régime oligopolistique qui ferait que si une entreprise décide de se syndicaliser, ça s'est vu, mais les autres entreprises vont manger. Ils vont manger le secteur parce que ça va être moins productif. Puis drôlement, de toute façon, le syndicat qui a été implanté, je crois que la CSN ne comprenait pas parce qu'ils ont mis une approbation de 6 mois, accréditation, avant de pouvoir être officiellement syndiqué. Alors, ils viraient tous les gars. Mais c'est dans l'optique qu'on pense que un vidangeur n'a pas besoin de formation. Pour moi, un bon vidangeur, c'est 2 ans. 2 ans, beau temps, mauvais temps. Donc, 6 mois, ça fait que le syndicat a rendu tout le monde improductif. Parce qu'en faisant quitter, tu n'avais pas d'ancienneté, tu n'avais pas de renouvellement, tu détruisais. Parce que moi j'en fais de la formation. J'ai même déjà été accrédité formateur comme éboueur, mais puisqu'on est au plus bas de l'échelle sociale, les gens t'arrivent et ils disent moi, je sais c'est quoi ramasser les vidanges. J'ai déjà vu le gars le faire ou j'ai déjà lancé un sac dans une cuve. OK. T'as aucun respect, reconnaissance. Alors, malheureusement, je trouvais ça un peu violent, parce que moi, je me l'ai fait faire. Il faut détruire les gars en arrière du troc. J'étais vraiment contre, mais drôlement, on aurait dit que c'est la seule façon de se faire respecter au plus bas de l'échelle sociale. Il faut que tu lui montres, par l'exemple, qu'il y a une différence entre lui et ce que tu fais. Attends, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a des rapports de pouvoir au sein des éboueurs. Énormément. Comme il y a des dynamiques de, comment je dirais, de clans. Pas de clan, mais de... De clan, il y a eu clan, Les clans, ça va même, il y a 20-25 ans, la particularité du Québec, dans tout l'Occident, puis on parle même jusqu'en France, c'était très redneck, white trash, les vidangeurs. Puis je le dis... Dire ce mot-là, Léa. Moi, j'allais déjà utiliser, puis je me suis fait chicaner. Mais tu l'écris noir sur blanc, donc on peut... c'est ça. Non, mais moi, quand tu utilises ce terme-là, c'est que tu décris avec affection un milieu. Oui, clairement. Je veux dire, c'est... En tout cas, on revient sur ce terme-là. Parce que moi, je les traite de maudits redneck. Puis ils trouvent ça drôle. Il y a même une fierté. Il y a des gens aux États-Unis qui commencent à faire du rap redneck, white trash. Il y a une fierté culturelle, les gars de troc, les gars de Saint-Tite. Moi, j'ai aucun jugement par rapport à eux. Drôlement, c'est eux qui étaient nos ouvriers. J'ai aucun jugement par rapport à ça. La hiérarchie, tu disais, c'est basé sur quoi? Les clans, c'est ça. C'est en plein ça. Moi aussi, j'étais... Mais non, mais je veux dire, dans le sens, j'aime... Pas tout le monde, évidemment, mais tu sais, la personne que j'ai devant moi, si elle a ses qualités humaines, etc., tu sais, mais c'est un bagage, c'est une façon de faire. Une culture. Exact. Une culture, une sous-culture qui... Oui, exactement. Bon, bref, moi, je comprends qu'on n'est pas prêt. Lorsqu'il me parle de troc, de char, ça ne m'intéresse pas tant que ça, mais j'essaie de trouver les traits d'union. Puis bref, au Québec, le clan, c'était beaucoup ça. Pour avoir parlé des nouveaux arrivants, ils essayaient de faire des vidanges au Québec. Impossible. Impossible. Les gars étaient d'une violence. Puis on parle des pas raciste, par contre. Non, c'était une violence. Il faut que tu aies du chien. Du chien. Puis j'ai ramassé avec des gens, par exemple, qui viennent du Sénégal, qui ramassaient des ordures, mais c'est pas du tout la même chose. Au Québec, on a... Moi, j'appelle ça la culture du bûcheux. Là. C'était des fils de draveurs, de bûcherons, des élagueurs, des gars de toiture. Il t'a une violence. Tu parles même d'un Français qui arrive ici puis qui sent aussi... Là, lui, il était représentant syndical du tout. Puis pourtant, c'était un excellent éboueur. C'était une personne de couleur noire. Puis c'était pas du racisme, c'était plutôt que
Si tu veux, il faut que tu fasses la job. Puis, du moment que tu as du cœur à l'ouvrage, comme on dit, bien, je pense que peu importe, moi j'appelle ça la solidarité devant la charge, peu importe, gars, fille, d'où tu viens, on s'en fout. Mais il faut que tu aies du chien. Puis au début, c'était tellement hermétique. Il y avait de la drogue, effectivement, qui poussait beaucoup la consommation. Mais sinon, c'était l'idée que tu peux pas te faire dominer derrière un truck. Mais toi, en tant que gars qui s'est fait intimider, comment tu as pu survivre dans cet environnement-là où il fallait que tu démontres que tu étais aussi fort que les autres, si tu t'es fait justement un peu écraser? Mais j'avais l'avantage, ayant eu une enfance difficile, c'est la raison pour laquelle j'ai cité Boltanski, qui a fait une étude sur la reproduction des médecins en France. Moi, je dis, on ne naît pas vidangeur, on le devient, parce que pour être un bon vidangeur, il faut avoir eu, je crois, dans son enfance, beaucoup de violence, de trauma. Alors moi, j'ai eu ça. J'ai beaucoup fait de sublimation. J'étais quand même un très grand sportif. En tout cas, j'avais l'impression, à 20 ans, ce qui faisait que j'étais en mesure d'être accepté par ma productivité. C'est ça qui m'a sauvé, moi. C'est ça qui m'a permis d'être accepté par les gars, même si j'avais pas du tout les mêmes codes, parce qu'effectivement, je me considérais pas white trash ou redneck du tout. Au contraire, je parlais juste pas de Donjons et Dragons devant les gars. Ça me gênait un peu au début. Maintenant, ça me dérange plus, mais c'est ce qui m'a permis. Le laisser-passer était là. Parce que comme je reviens sur la solidarité devant la charge, peu importe t'es qui, si tu fais la job, on te respecte. Qu'est-ce que t'aimes le plus de ta job? Présentement, c'est tout. Autant le service civique, c'est-à-dire on rend un service essentiel, le fait de ramasser. On est le dernier rempart avant l'enfouissement. Ramasser, c'est ce qu'il y a de plus écologique, en tout cas. Comme si je ramasse du cuivre, par exemple, qui est un des métaux stratégiques pour la transition énergétique. J'en ramasse beaucoup. Je donne des jouets à ma fille. Ça s'est rendu mon plus grand plaisir. J'aime ça rester en forme. Avec 2 enfants en bas âge, j'aurais pas la chance. C'est du sport. C'est ça, effectivement. Parce que j'ai la chance de pouvoir faire plus ou moins 50 km de course par semaine grâce à mon emploi depuis 20 ans. Wow, ça, c'est le fun quand on aime courir, justement. Oui, vraiment. Mais j'aime même pas ça, courir. C'est ça. Non, j'aime pas ça. Mais tu fais ça tous les jours. Mais t'aimes ça? Ouais, j'aime... Puisque c'est fonctionnel. Il y a un objectif. Pour moi, de faire du jogging, puis bien sûr, je ne juge pas les gens qui en font, mais pour moi, ça fait pas sens parce que tu cours pour rien. C'est ça. Donc moi, ce que j'aime, puis c'est ce que j'aime de les gars que j'ai rencontrés, puisqu'ils n'ont pas ce qu'on appelle en sociologie des saines habitudes de vie. Tu sais, un helper, un gars en arrière, d'un chauffeur, par la shape. Parce qu'en fait, ils ont une alimentation de marde. Puis lorsqu'ils tombent chauffeur, ils grossissent. C'est ça. Ils n'ont pas ces saines habitudes de vie-là, mais pourtant, ils vont faire un emploi que même des sportifs ne sont pas capables de faire. C'est ça, moi, qui m'impressionne. Puis là, j'essaie de réhabiliter l'image de l'ouvrier versus celui du sportif, qu'on valorise beaucoup. Puis l'ouvrier, drôlement, contrairement au sportif, le sportif, pour moi, c'est très individuel. Puis l'ouvrier, c'est solidaire. C'est pour la société que tu le fais. Même si c'est pas conçu comme tel. Puis même au contraire, là, moi, j'ai... je veux pas te... Non, mais c'est intéressant. Mais c'est trop poli. Non, mais c'est intéressant. Mais non, mais c'est parce que tu parles du service à la société, puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'emplois comme ça. Tu sais, durant la pandémie, on a commencé à vous appeler les anges gardiens pendant un petit bout, puis finalement, les élites politiques ont cessé d'utiliser ce mot-là parce que les anges gardiens, tu sais, il faut que tu les payes un salaire décent. Si c'est les gens, si tu reconnais que c'est les gens qui supportent la société, toi, tu dis, je te cite, là, tu dis, si on portait pas ce fardeau-là, tout s'écroulerait, puis c'est vrai. Mais donc, c'est ça qui... Le projet politique là, de ce livre-là, c'est aussi de reconnaître en société que c'est des gens importants. Qu'on est interdépendants. Parce que le capitalisme, si on veut, le corollaire, c'est l'individualisme, puis l'individualisme par l'argent. C'est en fait, par l'argent, par le rapport de l'argent, on évite de penser qu'on est un peu dépendant des autres. Puis moi, je trouve ça dégueu. Bref. C'est pas... c'est un beau projet que le capitalisme a, puis qui a réussi à détruire, je trouve, une forme de solidarité. Puis là, on le voit avec les écoles privées. Puis maintenant, il y a même des garderies privées aux États-Unis où tu mets ton enfant 50 000 $ pour mettre ton enfant en garderie privée. Ça dit à quel point on va se déconnecter. Puis la déconnexion égale éventuellement la polarisation. Puis ce qui est dommage, en France, c'est plus marqué. Front National, aux États-Unis, Trump, les ouvriers votent à droite. Ah oui, on mais les perd. Ça on pourra se parler aussi de cet échec de la gauche à rallier ces gens-là. Mais tu sais, le Canada, c'est l'un des plus gros producteurs de déchets dans le monde. Je pense qu'on estime en 2022, chaque Canadien produisant environ 730 kilos de déchets solides municipaux par an, à peu près. Je crois. Ça se peut. En tout cas, peu importe. 2 milliards de tonnes dans le monde. Mais c'est
C'est énorme, le gaspillage. C'est énorme. Mais tu juges un peu le recyclage. J'aime ça. Énormément. Tu dis, en ramassant le bac vert, je rassure le client. Tu dis, je crée l'illusion que la planète est sauve. Le recyclage, c'est comme de la magie. Donc, t'en penses quoi du recyclage? Puis en plus, on vient d'avoir la modernisation de la collecte. Oui. Qui est en fait... Parce que là, je prends Harold Crooks, qui est un de nos grands journalistes, qui a fait le prêt à payer avec Alain Deneau. Harold Crooks a fait plusieurs livres sur les déchets qui ont été très, très méconnus, un peu passés sous silence. Puis Harold Crooks a développé un concept qui s'appelle le Waste Management, du nom de une des plus grandes multinationales des déchets qui s'appelle Waste Management. Puis le Waste Management, c'est la facilité de jeter à beaucoup. C'est ça, grossièrement, que l'industrie a fait depuis les années 70. Puis ce qu'elle a réussi à nous donner comme supplément d'armes, c'est la deuxième voie, le recyclage. Le troisième, c'est le compost. La deuxième voie. Puis ça devient un exutoire moral. Puis il faut en faire une ronde de recyclage. Moi, je le constate, c'est des gens vont jeter dans un bac à recyclage s'ils ont l'impression qu'il ne va pas dans les ordures. Oui. Des jouets pour enfants, énormément. Beaucoup de jouets pour enfants. Puis après ça peut être aussi un fourre-tout. Oui. Parce qu'ils se disent, ça ne va pas dans le bac à ordures, mais je ne veux pas prendre le temps ou je ne veux pas m'emmerder à bien le disposer. Alors, je le mets dans mon bac à recyclage, qui est contre-productif. Puis... ce que ça fait, selon moi, c'est, il appelle ça le paradoxe de Jevons, l'effet rebond, c'est de tout miser sur le recyclage et d'avoir l'impression avec la modernisation que ça marche. Puis ça marche pourquoi? Appuyé par un système technique, qui est celui de la GMR, la gestion des matières résiduelles des multinationales, mais ça fait qu'on va consommer autant. Et qu'on n'investit pas les deux premiers R. Le premier, réduire, refuser. Le deuxième, réemployer, réutiliser, réparer. Puis ce qu'on surinvestit, ce que l'industrie nous apprend à surinvestir, c'est le troisième R, le recyclage. Parce que c'est le seul qui participe d'une logique de croissance, le productivisme. Alors, les entreprises, puis là, je cite Crooks, qui lui cite un PDG de Lidl, qui est une multinationale du déchet, une ontarienne, qui était dans le marché domiciliaire des années 80. Son PDG avait déjà dit qu'un site d'enfouissement, c'est un puits de pétrole inversé. Puis moi, ce que je dis lorsque je rencontre des gestionnaires, c'est ça nos partenaires économiques. Puis c'est nous qui les avons, nous, c'est eux, les élus d'antan, des années 70, qui les ont mis en place. Alors, on a des mauvais partenaires, puis pour l'instant, ce qu'ils nous ont trouvé, c'est le recyclage pour nous aider, pour nous permettre, dans le fond, de continuer à... Ouais. Pour savoir, juste avant les jouets pour enfants, il faut aller les porter où? Moi, je les amène à la friperie. Moi, je les amène à Renaissance. Est-ce que c'est correct? Oui, ça pourrait être aussi Marketplace, ça pourrait être des réseaux. Moi, je sais qu'au CPE, j'amène des jouets au CPE, ou des réseaux de parents. Mais, en fait... je dis, on met énormément d'énergie psychique à consommer, c'est-à-dire quel produit, quel bien, après ça, quelle marque, quel prix, ça va arriver quand, mais très, très, très peu à comment bien disposer. Toute notre énergie. Disposer, c'est comment bien, dans le fond, se départir d'un bien. Ça, on met à peu près aucune énergie dans notre société parce que le waste management, on a appris à mettre dans un bac. Puis de rendre ça de plus en plus efficace, ça nous donne encore plus l'impression que c'est correct. Et voilà. Je pense qu'à 31 ans, j'ai appris c'était quoi un écocentre. Ouais. Puis en fait, me rendant à l'écocentre, j'ai fait, regarde, ça, c'est tous tes biens que tu as cumulés. Tu sais, j'ai déménagé beaucoup dans les dernières années. Et me rendre à l'écocentre, d'aller déposer les objets dans je sais pas comment tu appelles ça. Le bac, le gros... Le conteneur, là, d'aller gérer mes affaires. Ouais. Ça m'a suscité une angoisse immense de la consommation. Puis, tu sais, pour revenir au gaspillage, est-ce que tu trouves que depuis le début de ta pratique, il y a 20 ans, il y a une augmentation de la consommation ou pour toi, ça a toujours été comme ça puis on s'améliore pas? Bien là, vous avez fourni des statistiques que je n'avais pas, mais moi, ce que je dirais qualitativement, c'est qu'il y a des changements. Il y a des changements. Présentement, je vois beaucoup surtout pendant la pandémie, un accroissement des boîtes Amazon. Beaucoup. Puis boîte égale... Parce qu'en fait, un des trucs qui se recycle bien, il faut comprendre, c'est le carton. Mais dès que tu as des boîtes, les gens ne les plient pas. Alors, si ça ne rentre pas dans un bac, ça s'en va à côté. À côté, il va probablement aller dans les ordures. Parce que... Ah oui? Oui. Surtout, il y a des contrats qui se négocient assez mal du type Laval. Tu sais où est-ce qu'il y a un Costco, évidemment, parce qu'il y a tellement de boîtes, puis ça ne rentre pas dans les bacs. Alors, ils vont mettre un robot, un chargement latéral. Ça, c'est la modernisation de la technique pour essayer de couper sur la main-d'œuvre. Mais un robot... s'il prend le bac, tout ce qui est à côté ne le prend pas. Alors, pendant des années, les citoyens de Laval mettent des boîtes à côté des bacs, puis se font ramasser ces boîtes-là par les ordures. Puis ça, c'est tout... En fait, puis c'est pas pour rien que ces trucs-là arrivent, parce que le déchet, c'est le parent pauvre et de l'écologie et des politiques publiques, parce que ça n'intéresse pas. Donc, on va avoir, j'ai parlé à Ferrandaise, à Luc, puis il y a des consultants qui disent qu'il faut regrouper les voies. Les voies étant ordures, compost et recyclage, la même journée. Comme ça, ton troc à ordures, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il nettoie tout à la fin.
Donc, s'il y a des mauvaises pratiques de gestion, comme il y a des gens qui, je suis sûr, de très bonne foi, mettent un sac blanc à côté sur son bac à recyclage, puis se disent, ils vont être ramassés dans le recyclage. Ben non. C'est des déchets qui vont ramasser. Ben oui. Donc, lui, il a pris la peine de les trier, probablement de les laver, il les a mis dans un sac, puis ça va être... Parce que ce qu'on veut, c'est la logique qu'on dit hygiéniste, c'est-à-dire on veut que les déchets disparaissent pour que l'espace soit salubre. Puis ça, c'est comme ça que le déchet s'est construit au Québec, puis même un peu partout en Occident, fin 19e, début 20e, parce qu'effectivement, à ce moment-là, le déchet emmerdait. Parce qu'il était près de nous, c'était sale, puis on le gérait mal. Mais cette logique-là hygiéniste va jusqu'à nous contaminer aujourd'hui, jusqu'à avoir zéro, ce qu'on appellerait une gestion écologique du déchet. Mais j'ai l'impression qu'il y a des pratiques qui peuvent se développer aussi. On est juste... Tu parles de ça, puis je me dis, de l'éducation civique, il faudrait qu'on en parle aux gens au secondaire, ce genre de trucs dont on parle pas, nous, à Gatineau, pour pas faire de la pub pour ma ville. Il y a maintenant des nouvelles règles que... je sais pas si c'est des bonnes règles, mais en tout cas, il faut vraiment que le bac soit fermé, qu'il soit bien placé, Puis sinon, ils ramassent pas. Je peux te dire que la semaine où ils n'ont pas ramassé mon bac de, je sais pas, poubelle, la semaine d'après, j'étais top of the game, là. Tu sais, j'étais comme vraiment, je l'ai bien placé, je l'ai bien fait. Fait que c'est le genre de choses aussi, tu obliges les gens à bien le faire. Maintenant, dans les épiceries, les gens, ils amènent... On n'a plus de sac en plastique. Fait que les gens, ils amènent leur sac réutilisable. Mais si tu donnes l'option de toujours, là, c'est des déchets qui vont le ramasser. Tu le vois pas. Fait que tu dis des choses que pour moi, je savais pas. Je le voyais pas, ça. Il faut aussi rendre accessible cette éducation-là. C'est-à-dire que je me considère informée, mais des fois, je suis un peu perdue avec le recyclage. Puis honnêtement, là, je suis comme, est-ce que ça se recycle? Est-ce que ça se recycle pas? Des fois, je suis vraiment mêlée moi-même. Et donc, aussi, on a entendu des individus, justement, Luc Ferrandez, un peu chialer sur le recyclage à la radio. Donc là, j'étais comme, coudonc, ça sert-tu à quelque chose? Moi, c'est des chicanes de couple, là. Mon chum, il met des affaires dans le recyclage, puis moi, je suis là, non, faut pas faire ça, genre une vieille facture fripée que je vais juste mettre dans le recyclage. Puis je suis comme, mais après, on a des débats, mais on n'a pas d'informations. Fait qu'on s'obstine, j'ai l'impression, sur des choses que peut-être que j'ai tort. C'est un élément d'obstinat parce que... Combien de divorces ont été causés par ça? Mon chum trouve que je suis ridicule là, dans ma gestion des déchets, mais j'essaie de faire de mon mieux, mais on le sait comme pas. Là. Donc, mais je ne mettrai jamais de jouets au recyclage. Mais comme tu dis, tu as été à un écocentre. Oui. Puis on a une experte de déchets à l'UQAM, Blandine Chamou, qui dit, elle, que dans la mise en disposition des biens, donc le chemin vers le déchet, c'est un lieu où on peut s'éduquer. Les écocentres en font partie. Puis en Europe, c'est beaucoup populaire. En fait, tu t'en vas à ton écocentre puis tu tries toi-même ton recyclage. Puis en fait, au Québec, le waste management, c'est d'avoir foi en un système technique, celui de la gestion des matières résiduelles. Et puis, c'est justement la facilité et non la réappropriation du déchet. C'est ce qu'on nous a vendu, c'est ce qui marche bien. C'est ce qui fait que dès qu'on fait une politique, je pense à Pierre Lessard à Hochelaga, dès qu'on fait une politique qui pourrait être une bonne politique, l'espacement des collectes, les gens voient ça comme une atteinte à leurs droits parce que c'est ce qu'ils ont appris à faire depuis les années 70. Alors, c'est sûr que là, on part de loin. Parce que Pierre, je l'ai rencontré, puis il me dit comment qu'on change ça? Je dis c'est un changement de culture. C'est quand même, c'est long. Puis après ça, c'est de voir comment. Moi, je crois que, comme Blandine dit, c'est de faire participer les gens à la gestion de leurs déchets. Ça fait prendre conscience par l'action. C'est ironique parce que plus un système est bon, moins on s'occupe des choses. Puis bon, Léa et moi, pour la petite histoire, on s'est rencontrés au Burkina Faso. Oui. Okay. On a fait un stage... On vient tout le temps avec ça! Une vieille dame qui radote. En tout cas, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que là-bas, les gens réutilisent énormément. Là. On jetait rien du tout, mais parce que aussi, le système est vraiment moins efficace. Mais on était là aussi, je pense, pour une collecte on avait fait ça. C'est quoi qu'on voulait faire? On a nettoyé, moi je m'en rappelle, on a fait un genre de concours où on nettoyait la ville, le village, tout le monde se mettait de la partie. C'était comme, puis nous, on pensait vraiment pas que ça allait marcher. On était comme, ils disaient, bon, mais chaque quartier, vous allez être en compétition contre les autres, puis là, c'est le quartier le plus nettoyé qui va gagner. Finalement, les gens étaient vraiment là dedans. Ça avait vraiment fonctionné. C'était super le fun. Mais tu vois, c'était après ça, j'ai l'impression qu'ils devaient nettoyer plus parce que tu te sens responsable. Tu sais, c'est ton quartier, c'est ta propreté, alors que nous, on externalise. Et voilà. Cool, hein. Mais le terme que tu utilises, responsable, c'est ça. En fait, le waste management, c'est l'inverse de ça. On ne veut pas se responsabiliser. Puis bien sûr, j'aime mieux responsabiliser que culpabiliser parce qu'effectivement, comme tu l'as bien dit, c'est un système technique. Puis le waste management, c'est foi dans un système technique. Avoir foi, c'est pas poser de questions. Alors, on a l'habitude de pas se poser de questions. Puis lorsqu'on en pose, on réalise que c'est complexe parce que c'est un système technique. Bien, c'est pour ça que ton livre est important. Il sensibilise, en fait, à ça. Mais moi, une autre expérience par rapport
rapport aux déchets qui m'a beaucoup marqué, c'est de plonger dans une poubelle, tu sais, faire du dumpsting. Oui, moi, je faisais du dumpster diving. Faire du dumpsting. Ben, pas vraiment, mais... Parce que j'ai plongé dans la poubelle pour une émission à Mitsou et Léa que j'animais avec Mitsou, puis j'ai suivi une fille qui faisait du dumpster diving. Puis en fait, c'était vraiment comme c'était vraiment beau à voir. C'était une communauté aussi de solidaires entourant des comment ils appellent ça, des frigos communautaires là. Oui, tu sais, quand tu vas porter, par exemple, dans Rosemont, il y avait ça, là, tu vas porter de la bouffe quand t'en as trop. Puis ça m'avait vraiment conscientisé, en fait, moi, je faisais ça pour avoir de la nourriture. Là. Moi, c'était pas politique. Ah, t'en as fait? Oui, avec Renaud. Ah, ben oui, Renaud, c'est fait du dumpster? Ben oui, on habitait en arrière, on habite proche du marché Jean Talon maintenant, mais on habitait en arrière des fruiteries sur Parc. On allait là, puis on ouvrait des bleuets, des yogourts, des affaires, c'était fou, mais maintenant, ils ont mis des serrures. Ah, tu peux plus faire du dumpster. Mais est-ce que tu t'inscris un peu dans cette tendance-là aussi de... freeganiste. En fait, drôlement, ce qui est bien du concept du freegan, c'est que ça recoupe les gens qui font du dumpsting. Du dumpster, parce qu'en fait, tu vis des rebuts de la société de consommation. Puis pour la petite histoire, c'est drôle, j'étais à la librairie Poirier à Trois-Rivières, puis à la fin de la conférence, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tu viens faire du dumpster? Il y a un beau spot. Oh, wow! Fait que j'ai changé mes... J'étais bien un peu propre, là. J'ai changé mes habits, je me suis mis en vidangeur, puis j'ai été faire du dumpster à la fin de la conférence. J'adore. Fait que moi, une fois que tu... Parce que le déchet, puis ça, c'est Claire Larocque qui le dit, le déchet est toujours ce qu'une industrie te dit que ça en est, et surtout quoi faire avec. Puis, se réapproprier le déchet, c'est faire un pas de côté, puis dire à l'industrie non. Alors, c'est pas à cause qu'une grande entreprise comme... Ben, est-ce que je les nommerai pas, mais on peut les nommer, là. Oui, IGA, mais des denrées périssables, mais quand même bonnes, dans un container, il ne faut pas les prendre. C'est même pas périmé, souvent, là. C'est comme ça périme dans 3 jours, mais on a reçu la nouvelle batch. Mais je pensais que c'était légal, là. Je pensais qu'il n'y avait pas le droit de faire autrement. Les supermarchés, peut-être, je me trompe. Non, maintenant, ils mettent des cadenas, c'est ça. Nous, on a arrêté à un moment donné, ils mettaient des cadenas. La loi, en fait, en France, ils commencent à développer une loi contre le gaspillage alimentaire. Au Québec, on ne l'a pas. Parce qu'il y a énormément de gaspillage alimentaire. Énorme. Tu vois, c'est le genre de militantisme qu'on devrait faire. Puis je pense qu'un livre comme ça ouvre une porte à plusieurs autres débats de société sur plein de choses qu'on devrait changer. Clairement. Ce qui m'amène à ma question sur l'anarcho-poubellisme. Parce que tu dis, tu rêves... J'aime tellement ça, ce concept-là. Ça dit que tu rêves d'une autogestion des vidanges par les rebuts de la société. Bon, ça, c'est quoi l'anarcho-poubellisme? Bien... ça, c'est Marc, éditeur, Marc Fortier, qui m'a aidé. Dans un autre épisode de On se livre. Puis, il essayait de bien définir avec moi-même ma position dans le système, parce qu'effectivement, je suis plutôt anti-syndicat pour ce qui est du milieu des vidanges, pour ce qui est du milieu des vidanges, même si j'essaie d'en partir un. Ensuite, j'aime pas le contrôle des gestionnaires sur la gestion des matières résiduelles, parce que c'est toujours une approche top-down. Donc, j'ai une approche sportive d'un emploi, ce qui est difficile à militer ou à amener publiquement. Ensuite, j'aime qu'on n'ait pas trop de contrôle, c'est-à-dire, comme je disais, les gars consomment beaucoup. Ça aussi, ça se prête mal par la CNSST. Pourtant, en intervention, ça s'appelle la réduction des méfaits. C'est-à-dire, on considère qu'une personne qui consomme, on essaie de tolérer son comportement le plus possible en autant que il réussit quand même à faire ce qu'il a à faire et pas déranger l'espace public. Alors, pour moi, ça participe de ça. Après ça, je trouve qu'on a réussi à s'octroyer des bons salaires, des très bons salaires au Québec, parce que justement, c'est plutôt anarchiste, c'est-à-dire on négocie par la force avec les grandes entreprises. Ça, c'est intéressant. Individuellement, là, chaque individu négocie individuellement et par petits groupes, on réussit à négocier et à avoir des médecins... Vous êtes bien payés? Des salaires de médecins généralistes pour certains. OK. Je te dis, c'est incroyable. Puis, pardon, vous êtes... Certains. Donc, vous n'êtes pas payé 20 $ de l'heure, là? Le comité paritaire, on est régi par un comité paritaire. Le comité paritaire est un espèce de comité de boutique qui s'est fait des années 70 lorsqu'il y a eu une grève des éboueurs par les cols bleus, parce qu'à ce moment-là, c'était le seul moment où c'était possible parce que la ville s'occupait de la gestion des déchets. Okay. Alors là, il s'est créé ce comité-là, un partenaire ville et entreprise. Puis on est régi, mais on réussit à le contourner par un nombre d'heures attribuées par secteur. Alors, si le secteur vaut 25 heures, puis je le fais en 5 heures, je vais chercher le 20 heures. Je vais chercher ma force de travail, mais pour ça, il faut créer un rapport de force. Puis là, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé David Graeber, Dette, un livre marquant pour moi. Le capitalisme étant un enchaînement de dettes, des individus enchaînés par les dettes et qui continuent à exploiter ou aller de l'avant à cause de dettes. Bien, la multinationale a le contrat, elle le donne à un broker, le broker étant ce que j'appelle ça un petit chef. C'est un éboueur, un vidangeur un peu plus allumé.
ou qui a des bonnes plugs dans certains milieux, qui permet, dans le fond, d'avoir un avantage comparatif sur les autres. Puis lui, en fait, il est quand même endetté par rapport à la multinationale. Fait que lui, c'est ton boss. Alors, tu sais que 9 brokers, mais là, il y a quand même des filles pour les brokers. Donc, 9 brokers sur 10 font faillite. Okay. Alors, tu sais que ton broker est à une paye de faire faillite. Parce que la multinationale contrôle tout et lui, pas grand-chose. Lui, il loue les camions à la multinationale qui en décide les tarifs. Les réparations, c'est la multinationale qui décide. Elle connaît les termes du contrat que lui ne connaît pas. Le broker peut être à l'amende par l'entreprise, mais aussi par la municipalité. Puis, en plus de ça, le broker doit avoir une productivité. Puis, pour l'avoir, dans le fond, il gère un paquet de personnes qui sont dans le livre que la multinationale ne voudrait pas gérer. Oui. Puis, la rétention chez les éboueurs au Québec, c'est plus ou moins 10 Donc, 9 sur 10 lâches. Puis, plus que tu augmentes ton nombre d'années, on arrive à 1 pour 500. Donc, tu fais partie du 1 Oui. C'est excellent. Tu fais partie du 1 On n'aurait jamais pu croire dire ça. Non, jamais. Oui. Mais maintenant qu'on connaît les gros salaires dans le milieu, mais tu parlais tantôt des conditions. Un gros salaire, ça veut pas dire que tu as des conditions où tu te mettais de l'antiflagellacine avant de commencer l'épisode. Ouais. Ça veut pas dire que physiquement, c'est facile. Là. Non, mais en même temps, à mon âge, les gens qui, de mon groupe d'âge, ont d'autres types de problèmes, que je dis être des problèmes de sédentaire, tendinite au poignet à cause d'ordinateur. Moi, j'ai des problèmes de gens actifs. Ça me dérange pas. Probablement des problèmes similaires à ce que les agriculteurs avaient les années 80. Donc, un problème pour un autre, je sais pas qu'est-ce qui est mieux. On vieillit. C'est ça que je me dis. Je dis je vieillis, je le sais. Dans le milieu, moi, je suis vers ma fin. Là. Tout le monde me dit à 39 ans, c'est comme le sport professionnel. Mais ils font quoi après? Ils deviennent chauffeurs. Ah oui, OK. Ou on développe une résilience. On court présentement avec un monsieur qu'on appelle le bonhomme. Il a 57 ans. Puis Yves, c'est une machine de guerre. Vraiment, il pourrait clencher n'importe qui de 20-25 ans. Pour moi, il pourrait donner une leçon d'humilité à bien des jeunes sportifs avec beaucoup de testostérone qui ont l'impression qu'ils sont au sommet du monde. Plein de gros muscles boostés, mais pas capable de faire une run de boire. Okay. Comment est-ce que tu es perçu par tes collègues? Bien, puisque c'est un milieu qui n'est pas très éduqué en général, où le livre pénètre pas ou pas du tout. Je pense à Radio-Canada, il y avait une journaliste qui m'avait demandé, en Turquie, ils collectent des livres, les éboueurs turcs, faire une bibliothèque. Je dis au Québec, non, ça n'existe pas, les gars ne lisent pas. Donc là-dessus, il y a un non-intérêt. Moi, j'amène pas le livre pour pas faire justement de violence symbolique. Je veux pas créer de distance avec les collègues. Au contraire, je me souviens, moi, je cache toujours un livre. Puis la dernière fois qu'il y a un chauffeur qui a vu un livre dans le truck, il dit « C'est qui l'hostie qui lit? » Tu te sens comme un peu gêné. Oui, c'est ça. Les hiérarchies sont comme inversées. Ben moi, je dis « C'est moi. » Je l'assume, mais je veux pas lire devant eux puis créer une distance. Ouais. Mais si je suis un peu à l'écart, en break que je peux, je vais lire, mais je vais lire à d'autres moments. Alors, au contraire, je veux pas créer de distance. Fait que ce que ça fait... pour moi, le côté un peu l'angle mort de ça, c'est que ça peut créer un peu une forme d'anti-intellectualisme, puis donc créer ce qu'on appelait la distance, une polarisation. C'est puisque ce que je fais, ça n'intéresse pas tant que ça parce que c'est du milieu du livre. Après ça, est-ce que... Donc, tu es pas lu par tes collègues? Ils m'ont lu, par contre. Ils m'ont lu, mais... Par solidarité. Oui. Écoute, les gars se sont pris un selfie d'eux en train de lire un livre tellement que... Je vais pleurer pratiquement. Ils n'ont jamais lu de livre de leur vie. My God, ça, donc, ça, c'était... Beau. Alors, ça, c'est mon côté humaniste. Effectivement, le livre est loin d'eux, mais des fois, ça prend un truc comme ça pour... Dans le style aussi, c'est accessible. On dirait que je t'entendais parler. C'était pour ça que je pense que les gens ont beaucoup trippé. Puis des gens de l'âge de mes parents. On dirait que je voyais les fils là, au Salon du Livre. Puis c'était tellement hétéroclite. C'est fou, hein? Mais ça représente ce que tu dis. T'es comme... t'as réussi à faire une conversation entre classes, entre personnes. C'est beau. Puis sans jugement aussi. Puis ton ton, il est très incarné. Puis t'as pas peur de... mettons, ça Chris, ça... Des fois, tu sacs dans le livre. Puis c'est comme... Léa, elle a eu de la misère à le dire. Comme... Chris. Avec Chris. C'est pas naturel. Non, écoute, je suis capable de sacrer. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment vivant aussi dans le livre. Que, tu sais, mettons, c'est le genre de livre que je pourrais faire lire à des gens, justement, qui ont peur de la littérature ou qui se sentent loin de ça. Donc, ou au secondaire, pour faire de l'éducation citoyenne. Même au-delà d'avaler, c'est comme un page-turner de découvrir ce monde-là qui nous est tellement inconnu. Puis, en fait, c'est ça. Non, ça parce que c'est qui ton lectorat cible? Tu l'écrivais pour qui, ce livre-là?
Pas personne. Non, mais drôlement, parce que le milieu du livre, pour moi, c'était T'avais vraiment pas d'idée de qui allait lire. Je savais même pas c'était quoi faire une dédicace. Ah ouais. Je comprenais même pas. J'ai parlé à Jeanne, chez Luc, j'ai dit, le monde, ils vont me demander de signer dans le livre. Je comprenais, ça dit à quel point. Puis là, je parle de ma culture. Ma culture n'est pas du tout celle du livre. J'allais pas au théâtre, sauf avec l'école. On parlait pas du livre. Donc, j'étais vraiment loin. Pour moi, c'était pas un processus naturel. J'étais probablement un mauvais écrivain. J'avais pas de. Ça m'a pris du temps. Je trouvais ça difficile. J'avais probablement envie de communiquer quelque chose. C'est la raison pour laquelle je remercie Marc et Alain Deneau, un ami. Parce qu'en fait, c'est eux qui m'ont aidé à faire ça. À saisir mon désir de communiquer dans le livre. Et comment tu as connu Alain Deneau? C'est ma maîtrise. J'étais à l'ENAP en gestion internationale, puis... comment je dirais ça? Ben, l'ENAP, c'était peut-être pas tout à fait exactement ma place. C'est ça que j'allais dire. C'était pas ta crowd, vraiment. J'allais dire, c'est pas toi, ça, être en complet cravate. Mais Alain Deneau, il enseigne. Oh, j'étais en complet cravate. Non, mais c'est ça. Mais l'ENAP, des fois, c'est un peu corpo, là, on s'entend. Clairement. En fait, c'est que en sciences sociales, je m'étais dit, là, je veux quelque chose qui va me permettre de faire de pratique avec mes études. Puis l'ENAP, pour moi, versus relations internationales, j'avais l'impression que je ferais quelque chose. Puis finalement, je voyais que non. Alors, moi, j'ai décidé au moins... relations internationales, tu vois, je suis rendu... Vraiment une loser. Je suis vraiment une loser. Mais je comprends ce que tu veux dire, là, tu sais, à part travailler dans des ambassades, je veux dire... C'était ça le rêve de tout le monde, devenir il y en a très peu de... il y avait que tu peux pas faire une maîtrise parce qu'il n'y a pas de grand-chose que tu peux faire d'autre. En tout cas, je comprends. Et voilà. Alors, je me suis dit, je vais respecter mes valeurs. Donc, mon stage, je vais le faire avec Alain Deneau, qui était quelqu'un que je suivais depuis des années. Puis là, j'ai écrit... Je l'ai aidé. Je suis assistant de rédaction pour le livre De quoi Total est-elle la somme. Ah oui, pardon! Okay, cool. Parce qu'en fait, c'était le début de ma maîtrise, puis j'ai continué à l'assister. C'est son livre, là, je tiens à le dire. Moi, j'étais assistant de rédaction, je l'ai aidé dans la recherche, puis tout, mais c'est là qu'on s'est connus. Puis moi, j'ai parlé d'histoire de vidange, parce que ça me passionne. Puis là, un peu comme Georg Simmel, la posture de l'étranger, lui, c'est ce qu'il m'a permis. Il m'a permis de voir la valeur de mon discours. Parce qu'il n'était pas dedans. Parce qu'une fois que tu es dedans, puis là, ça se généralise à tous les métiers, on normalise, éventuellement, on banalise des choses que je crois extraordinaires. Puis là-dessus, moi, j'ai lu Flaubert, tu sais, de faire de l'extraordinaire, de l'ordinaire, pour moi, ça fait beaucoup de sens. C'est ça que Alain, j'ai essayé de faire avec le livre. Mais c'est Alain qui m'a vraiment, lui, il m'a amené vers le milieu du livre qui m'était complètement étranger. Ça, c'est aussi dans les classes sociales, puis la violence de classe, puis comment est-ce que quand t'as pas l'habitus d'une certaine classe, puis comme femme aussi, je pense que moi, je l'ai eu, c'est quand j'ai rencontré mon chum qui m'a raconté, fais juste écrire, j'avais une idée de livre, justement, de la solidarité internationale, puis ça m'obsédait, tu sais. Puis là, il dit, oui, mais fais juste écrire à Éco-Société, puis qu'est-ce que tu veux dire, juste leur écrire? Je suis personne. Ben voyons. Non, mais dans le temps, tu sais, puis tu te vois pas comme quelqu'un qui pourrait écrire un livre quand t'as jamais écrit de livre, puis quand t'as personne autour de toi qui écrit des livres. Ça, c'est l'habitude. Faut que quelqu'un t'aide, faut que quelqu'un te dise, oui, fais-le, puis... Un passeur. te respecter intellectuellement aussi. Oui, vraiment. Moi aussi, j'avais ce même sentiment-là. Jusqu'à la toute fin, puis c'est la raison pour laquelle j'avais de la misère à imaginer un lectorat. T'étais figé, ça te figeait. Je me disais, en fait, drôlement, puisque je pensais pas que je serais lu, j'ai été très dur. Parce qu'en fait, on parle de violence symbolique, je savais que les gars, parce que pour moi, j'ai découvert ce qu'on appelle des hommes, du monde un peu fier puis tout, mais pour moi, si c'est ça, des hommes, dans la société, c'est des gens hyper vulnérables. Mais c'est une vulnérabilité qu'ils ne nomment pas. Alors, je voulais pas leur faire une violence supplémentaire, c'est-à-dire surtout dans une sphère qu'ils n'ont pas accès, la sphère médiatique, parler d'eux sans qu'ils puissent y répondre. Je trouvais ça violent. Alors, au début, j'aurais peut-être pas écrit le livre comme ça si je savais que ça avait été autant lu. Mais lorsque j'ai de parler des gens. Aussi crûment. Oui, c'est vrai que tu fais des portraits, je trouve, qui sont justes, mais qui sont justement pas infantilisants. C'est-à-dire que tu décris les défauts et les qualités des uns et des autres, puis tu décris les tensions. Là, puis tu parles de la masculinité, puis ça, t'en parlais à l'instant, puis c'est quand même pour ceux que ça intéresse, je pense que ça va être intéressant parce que tu parles des hommes derrière ce masque-là, puis comment il y a derrière l'orgueil, tu dis, il y a une grande souffrance, il y a parfois de la frustration latente, une fragilité, puis donc il y a un aspect sur la masculinité qui est assez important dans ton milieu aussi, mais... Puis la violence aussi, tu sais, comme une espèce de canalisation de la souffrance, en quelque sorte, qui passe par la violence. Tu la décris. Oui, parce qu'effectivement, un bon vidangeur, moi, des fois, je faisais de la formation, puis le gars, il me fait son CV, il dit, moi, je cours 40 km par semaine, je fais des arts martiaux, je fais du sport, je fais OK. Puis tu le revois plus. Ah ouais. C'est la capacité à se faire violence.
Puis ça, si ça vient de ton enfance, je trouve qu'il y a une forte résonance entre ce que tu as vécu et ce que tu es prêt à te faire, te laisser faire. Oui, oui. Moi, l'exemple que je donne, puis je le donne en conférence, un des meilleurs helpers, vidangeurs que j'ai connu, c'était un gars qui dormait dans une niche à chiens. Littéralement. Là. Son père, il le traitait comme un chien parce que c'était pour lui un chien. Son père J'ai mal au cœur. est devenu son chauffeur. Il buvait, parce que c'est un alcoolique, il buvait pendant qu'il conduisait, puis il tirait son gars en arrière du truck comme un chien. Ça continuait. C'est un des meilleurs helpers que j'ai vu de ma vie. Mais c'était comme complètement problématique comme relation. Mais peut-être que lui a eu besoin, de là la réduction de méfaits, a peut-être eu besoin de ça dans sa trajectoire de vie pour sublimer, sortir toutes ces pulsions-là négatives pour éventuellement faire d'autres choses. Et ils réussissent pas tous, mais après ça, j'ai l'impression... Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y en a qui auraient pu finir pire. Puis là, je donne l'exemple de Steve qui renait pour les Hells. Il vendait de la drogue porte-à-porte. Ouais. Puis lui... On salue d'ailleurs Steve, s'il nous écoute. Oui, j'essaie de penser si c'est le bon nom, parce que j'ai changé des noms quand... Ah, OK, t'as changé les noms. Oui. En tout cas, lui, là. Lui, mais je pense que c'est correct. Puis lui, en fait, parce qu'il faut comprendre, là, lorsque tu livres la drogue porte-à-porte, tu sais pas si le gars ouvre la porte puis poignarde. Il y a quand même une adrénaline, un rush. Alors, son thérapeute lui a fait réaliser que les vidanges l'ont fait lâcher. Ça. Oh, wow! Parce qu'il a été chercher cette adrénaline-là. C'est sûr que toi aussi, t'aimes l'adrénaline. Oui. Ah, beaucoup. Ouais. T'aimes ça quand ça bouge. Oui, beaucoup. Ben, écoutez, si vous voulez en savoir un peu plus sur la vie et la pensée de Simon Paré-Poupard, Ordure, journal d'un vidangeur à luxe. Qui est l'un des livres les plus étonnants des dernières années. Oui, vraiment. C'est gentil. Vraiment. Merci de le dire. Ben, c'est pas comme si je lisais tous les livres, mais non, mais j'ai lu, en tout cas. C'est un des seuls essais grand public sur ce sujet-là au Québec, donc merci. Merci d'être venu à On se livre. Merci beaucoup, Simon. Merci à vous pour vos questions, votre attention. Merci.